Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Stanislas. Donc, nous revoici pour une deuxième vidéo de cette série dédiée à l'infrastructure de service dans le cloud Azure. Et dans cette vidéo, en fait, nous allons parler des machines virtuelles dans le cloud Azure. Donc, cette vidéo s'inscrit dans un ensemble de plusieurs. On est ici à la deuxième partie. Les prochaines traiteront du réseau, du stockage, de l'identité, de l'automatisation, de la sécurité et des services de récupération. Que va-t-on voir, Pascal, avec les machines virtuelles? On va voir comment on va faire fonctionner la machine virtuelle dans Azure, dans notre IaaS d'Azure. Les machines virtuelles dans Azure sont des machines virtuelles qui s'exécutent sur un hyperviseur Hyper-V. Ce sont des machines Windows qui sont sur les machines physiques de Azure. Et donc, on a l'hyperviseur Hyper-V qui est, somme toute, l'hyperviseur qu'on connaît dans nos Windows Server. Donc, on va pouvoir exécuter dans nos machines virtuelles tout ce qu'on peut faire exécuter dans des machines virtuelles Hyper-V, à savoir soit du Windows, soit du Linux, soit du FreeBSD si on utilise ce système. Nous allons pouvoir utiliser des images préconfigurées disponibles dans le marketplace d'Azure. C'est-à-dire qu'on vous fournit des modèles, alors je ne connais pas le nombre, mais il y en a un nombre certain de modèles préconfigurés dans le marketplace d'Azure pour tous les usages. Vous allez pouvoir utiliser également vos propres images pour générer vos machines virtuelles dans Azure. Par exemple, vous pouvez préparer dans un Hyper-V chez vous, sur un hyperviseur dans votre data center, votre machine virtuelle, la préparer et l'envoyer vers Azure. On verra comment tout à l'heure. Il y a un agent qui va évidemment être installé dans chacune des machines virtuelles pour avoir une administration plus riche. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Et puis, ces machines vont évidemment pouvoir être accédées directement depuis RDP ou SSH. Les disques sont stockés en plusieurs exemplaires. Il est important que l'on ne risque pas de perdre nos disques virtuels de nos machines virtuelles. Donc les disques sont au moins en 3 exemplaires, on verra de quelle façon. Et puis vous avez à vos dispositions plusieurs types de machines virtuelles plus ou moins puissantes. Alors il y a des séries avec des lettres A, B, C, D, A, B et D, etc. dont Stanislas va nous donner le détail tout de suite. Et puis, 2 niveaux de machines virtuelles, 2 niveaux de tarifs, si on veut, et de puissance, qui sont basiques et standards. Basique pour vraiment les tests et dev de base, et puis le standard pour vraiment tout ce qui est production. Donc, les basiques et tests et tiers standards s'appliquent uniquement aux séries A, qui étaient les séries historiques, première famille, on l'a appelé A. Et puis voilà. Donc, si on fait un petit tour des familles, le célèbre petit tour des familles. Donc on a les séries A et les séries D qui sont des séries très généralistes. La différence entre les deux peut-être, c'est que la série D est un peu plus récente et que les processeurs des hosts de virtualisation sont également un peu plus puissants. A noter également, c'est que chaque machine virtuelle dans Azure a un disque attaché temporaire. C'est là où il y a le patch file, c'est là où il y a tout ce qui est temporaire. Ce disque attaché sur les séries A, c'est un disque sur base rotatif, disque dur. Sur les séries D, c'est du SSD, un peu plus performant. Donc retenez A et D, série généraliste. Des fois, vous verrez apparaître des V quelque chose, version 2, etc. Donc on a les DV2 qui existent, qui sont donc la nouvelle génération des séries D, donc avec des processeurs un peu plus puissants, donc un peu plus de performance en général pour un coût qui est un peu moindre au fur et à mesure qu'on évolue dans le matériel. On a les séries B, la série B comme Burst, moi j'appelle la série Fast and Furious. Tout le monde connaît bien entendu ce chef-d'œuvre du cinéma américain. Où effectivement il y a des grosses voitures et puis ils font des courses et puis à des moments pour avoir plus de puissance ils appuient sur le bouton nitro et ils ont une petite réserve de nitroglycérine en fait qui se vide et qui leur permet de faire un boost avec la voiture. Et puis après le boost redescend et puis la voiture reprend sa vitesse normale. La série B c'est la série Fast and Furious. Chaque machine a un petit réservoir de jetons de crédits supplémentaires de puissance CPU. Et si à un moment elle a un petit pic de consommation, elle peut piocher dans sa bonbonne de CPU. Donc voilà, la série B, la Fast and Furious. C'est très bien, elle n'est pas chère du tout, elle est très bien pour du test and dev ou des petits serveurs ou des microservices. Les séries DV3 et EV3, donc leur nom porte bien l'évolution, c'est des séries assez récentes qui datent de 2017, où il y a de l'hyperthreading qui a été activé. Et au-delà de l'hyperthreading, on a également activé l'exposition des extensions de virtualisation directement au sein de la VM, ce qui nous permettra de faire des choses dont on va parler juste après. Juste après, c'est ça, c'est la nested virtualisation. On peut installer sur des séries DV3 ou EV3
un hyperviseur dans la machine virtuelle de type Hyper-V. Et donc, on va pouvoir faire de la virtualisation dans la virtualisation. Inception. Donc, on expose les vCPU, et donc c'est parfait pour faire des scénarios de tests de plateforme d'Hyper-V, ou simplement pour pouvoir faire un déplacement simple d'un Hyper-V avec CVM sur Azure. Faire du lift and shift de serveurs Hyper-V complet. Exactement. Donc DV3 et EV3 pour ces séries-là. Les séries F, donc avec les dernières générations qui sont les FV2, les F c'est vraiment fait pour faire c'est des machines qui ont des workloads qui ont besoin en fait d'avoir des processeurs très puissants. Donc là aujourd'hui c'est les processeurs les plus rapides du marché. C'est les derniers Xeon de chez Intel. On peut avoir jusqu'à 72 de vCPU, tu vois, 144 Go de RAM par VM, c'est plutôt pas mal. Donc on est vraiment, c'est des machines qui sont faites pour du HPC, qui ont besoin vraiment du traitement pur processeur. D'accord. Les séries G comme Gross, ou Godzilla à l'origine, c'est le nom de code, c'était nos anciennes très grosses machines. Donc là, on peut aller jusqu'à 32 vCPU, on est à 64 Go de RAM, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça, 64 Go de RAM. 448 Go de RAM, merci Pascal. 448 Go de RAM et 64 Tera de SSD. Donc ça, c'était d'assez grosses machines pour des workloads, effectivement, de type base de données, qui ont besoin de pas mal de RAM. 448 Go de mémoire, ça commence à faire déjà pas mal. Pour ceux qui ont des bases de données où ils ont plus de volumétrie, mais pas forcément besoin d'autant de mémoire, donc je pense à des bases NoSQL comme MongoDB, Cassandra, ou des solutions de type Redis, on a les séries L. Donc les L sont attachées à pas mal de stockage. Et les derniers L, les LV2, sont également basés sur des processeurs de dernière génération de chez AMD qu'on appelle les EPIC. Je vous laisserai regarder plus de détails là-dessus. Et là, ça fait partie notamment du projet Olympus dont on a parlé dans la première vidéo. Les séries M, c'est pour ceux qui trouvaient que les séries G, les Godzilla, étaient un petit peu légères. Alors là, on va être clair. Le workload principalement qui est vraiment ciblé pour les séries M, c'est SAP HANA. Donc HANA qui est une base de données, une memory faite par SAP, qui est vraiment le futur de SAP, de toute sa gamme de produits, sera basé sur HANA. Donc comme c'est de la database in memory, au même titre d'ailleurs que SQL Hekaton, du coup il faut beaucoup d'espace mémoire. Et donc là on a des machines virtuelles qui pourront aller jusqu'à 4 Tera de mémoire. 3,8 pour être exact, j'ai un petit peu arrondi. Donc très très grosse machine virtuelle. Et puis on a également des machines virtuelles qu'on appelle N comme NVIDIA. Donc on va utiliser, ce sont des machines virtuelles dans lesquelles seront exposés en fait des virtual GPU avec derrière du vrai matériel physique de chez NVIDIA. Donc là on a différentes catégories de cartes NVIDIA pour différents usages. Donc typiquement les K80 seront faits plus pour les K80 comme les P40, comme les P100 seront plutôt pour faire du calcul sur du GPU, donc de l'OpenCL, du CUDA, des choses comme ça. Donc utilisant en fait vraiment les optimisations de NVIDIA. Et donc là, on va faire le traitement par les GPU et non pas par le CPU traditionnellement. Les séries M, c'est plutôt pour exposer en fait des GPU pour faire de la virtualisation de présentation. D'accord. Donc d'avoir en fait une machine virtuelle avec une bonne carte graphique virtuelle attachée derrière pour faire des applications un petit peu riches. Et puis les dernières, tout ce qui est P100 et V100, là ce sera utilisé pour faire du ND, donc ce sera les ND, D comme Deep Neural Network. Tu sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup, c'est très tendance de parler d'intelligence artificielle. Et parmi les solutions qu'il y a, les méthodologies utilisées dans l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle les réseaux neuronaux profonds. Donc c'est l'exploration de grandes combinaisons et on descend en fait très très loin dans l'arborescence en calculant tous les cas possibles imaginables. Et ça, il s'avère en fait que les GPU sont mieux adaptés que les CPU pour faire ça, et que NVIDIA a une avance assez grande là-dessus. Donc si vous pensez intelligence artificielle avec réseau neuronaux profond, Deep Neural Network, pensez série N, les ND, D comme Deep Neural Network. D'accord, donc un petit tableau récapitulatif là. Exactement, donc parce que là j'ai été un peu rapide. Donc en gros, les entrées de gamme, ce sont les séries A. Les B ne sont pas très chères, et c'est les Fast and Furious, entrée de gamme aussi. Les généralistes, on sera sur les D. Optimisé pour le calcul CPU, les séries F. Optimiser mémoire, les G, les E et les M avec quasiment 4 Tera de mémoire. Les L pour le stockage. Tout ce qui va utiliser du GPU, ce sera des N. Donc NV pour visualisation, NC pour compute, ND pour Deep Neural Network. Donc là, c'est avec du GPU NVIDIA.
les H pour le HPC, donc on pourrait mettre les H d'ailleurs avec les F au passage. Et puis là, j'en ai rajouté une dernière qui était pas là, dont je n'étais pas parlé avant, qui n'est pas vraiment une machine virtuelle, mais plutôt une machine physique. On appelle ça les large instances, les SAP large instances. Donc ça, c'est pour tous ceux qui trouvent que 4 Tera de RAM sur une machine virtuelle, c'est un peu léger pour SAP HANA, et qui veulent en fait des environnements beaucoup plus gros, des clusters où les nœuds peuvent faire chacun 20 Tera de RAM et 80 Tera de stockage. Là, on est sur du matériel physique, hébergé dans nos data centers, certifié par SAP. On est dans des cas assez particuliers, mais voilà, globalement, ça c'est le tableau général des VM dans Azure. Chaque VM a bien entendu des caractéristiques propres en termes de nombre de disques qu'on peut attacher, nombre de cartes réseau qu'on peut attacher, capacité ou pas d'attacher des disques durs de type SSD, enfin plutôt des disques de type SSD versus du rotatif. Et donc, quand vous allez choisir une machine virtuelle, une taille de machine virtuelle dans l'interface, vous aurez un prix qui apparaîtra ici, qui est estimé par mois. L'estimation elle est basée sur 744 heures, soit une estimation haute de 31 jours par mois à 24-24 pour la VM. Et on a de l'euro ici, qui est là encore un coût estimé parce qu'on part des prix du dollar et on fait une conversion. Mais ça vous donne le prix maximum que vous pourriez payer par mois par VM. Donc là, je remarque qu'il y a certains noms de types de VM qui comportent un S. Qu'est-ce que ça veut dire, ce S? Alors le S, ça veut dire pour le stockage premium. Donc on pourra avoir de la GS, de la DS, rien à voir avec les voitures. Donc c'est comme de la D, mais avec un stockage. Exactement. Dès que vous voyez apparaître la lettre S dans un nom de machine virtuelle ou une famille, c'est-à-dire que c'est une famille avec du disque dur SSD qui est attaché. Donc ce fameux stockage premium. Donc les SSD, on a différentes tailles de SSD, puis on choisit en fonction de ses besoins. Alors Pascal, on fait tourner quoi comme OS sur ces machines virtuelles? Eh bien, on fait tourner pas mal de choses, donc du Windows, du Linux et du BSD, donc FreeBSD, OpenBSD, tel qu'on le voit ici. En termes d'applications qu'on va pouvoir faire tourner et qui sont supportées sur Windows Server, là on voit une petite liste qui est indiquée dans cet article. Cet article a été mis à jour pas mal dans les premiers temps d'Azure et peut-être continue à être mis à jour, il faudrait le vérifier. Oui, il est continué. Voilà, donc par exemple, vous pouvez être garanti que BizTalk Server 2013 et plus est supporté dans une machine virtuelle dans Azure. Il y a très peu d'applications Microsoft qui ne sont pas supportées sur des serveurs dans Azure. Je ne sais pas si tu as des exemples d'applications non supportées. Skype for Business n'est pas supporté. Skype for Business, okay. Parce qu'on a des solutions également de SaaS sur ce sujet-là. Et qu'en termes de réseau, Skype for Business est assez exigeant. Donc, voilà. Bon. En termes de Linux, on peut dire qu'on a la plupart des distributions connues de Linux sont supportées. Les dernières ayant été Red Hat et Oracle Linux. Donc si vous utilisez du SUSE ou de l'OpenSUSE, du Debian, de l'Ubuntu, du Red Hat, du CentOS, etc., vous serez complètement supporté sur Azure. Et vous avez également des modèles disponibles directement dans le marketplace d'Azure avec ces systèmes ici présents. FreeBSD, OpenBSD, pareil, et Windows Server à partir de 2008 R2 SP1. Il n'est pas question d'aller exécuter du Windows Server 2003 dans Azure. Alors, on parle de supporter, c'est-à-dire vous appelez le support, il y a un problème, ils sont là pour vous aider. Techniquement, si vous faites fonctionner autre chose que ce qu'il y a dans cette liste ici, ça peut marcher, mais il n'y a pas vraiment de support derrière. Hein, oui, exactement. Mais il y a certains OS qui ne sont même pas supportés, quelles que soient les conditions. Windows Server 2003 n'est pas supporté. Oui. De toute façon, nous sommes en 2018. Donc ce n'est pas le moment de porter du 2003 dans Azure. Exactement. Donc voilà, un petit rappel des OS Linux supportés. On a des partenariats divers et variés avec la plupart de ces fournisseurs. Par exemple, avec Red Hat, on a un support commun, et avec SUSE aussi, un support commun avec des ingénieurs qui sont mutualisés, enfin qui sont ensemble. Si on appelle le support, que ce soit directement par le téléphone ou par le site, le portail, on peut directement accéder au support. On aura accès à une personne qui sera soit de Red Hat, soit de Microsoft et qui pourra vous dépanner sur vos problèmes, quelle que soit son origine. Précisons également que les images fournies par ces différents fournisseurs ou communautés sont maintenues à jour par eux, c'est-à-dire que c'est eux qui vont, effectivement, on est en tant qu'Azure, fournisseur de cloud certifié par exemple Canonical pour la livraison de leurs images
à jour. Ce qui fait que quand vous déployez une image de VM dans Azure, prenez la dernière image disponible et c'est quasiment celle qui est à 100% à jour, sauf si peut-être dans la journée un correctif est tombé et que ça n'a pas encore été repackagé, mais globalement vous avez toujours une VM qui est prête à l'emploi avec peu d'opérations à faire post-installation. Puisque tu parles de Canonical, encore mieux. Ils ont fait récemment, il y a eu un travail en commun entre Microsoft et Canonical pour produire une image de l'Ubuntu dédiée à Azure, spécifique pour Azure en termes de performance, donc qui est disponible depuis le mois de septembre 2017. SAP également, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc SAP, on a des accords avec eux pour bien faire tourner leurs environnements sur Azure. Donc ça va aller de la machine virtuelle de test and dev jusqu'à des instances de production sur des séries comme les G ou les M. Et puis également, ces large instances qui sont vraiment du matériel certifié, dédié et certifié par SAP pour tourner dans nos data centers de Azure. Donc on est là sur des cas de licensing très particuliers parce qu'on a du matériel dédié, certifié et que en plus de ce matériel, ça intègre derrière du service, du SLA, du support justement de ces fameux partenaires. Donc ici, on voit par exemple SUSE Linux Entreprise, Red Hat et SAP. Aujourd'hui, le marché SAP, c'est 90% à peu près des instances SAP HANA tournent sur du SUSE. À peu près 10% le reste tourne sur du Red Hat. Mais ça veut dire qu'au-delà de fournir le matériel, il y a tout le package global de services qui associe. Du coup, on en vient à la partie des licences. Licence qui est important à connaître, c'est qu'en fonction de l'image que vous avez déployée, vous aurez un mode de fonctionnement de licensing pour être différent. Donc, option numéro 1, vous êtes sur du pur communautaire, il n'y a pas de coût associé, vous payez finalement, quand vous payez votre VM, juste le coût de la ressource matérielle utilisée dans nos data centers. Autre option, si vous partez sur une distribution commerciale, un Oracle Linux par exemple, ou un Linux Red Hat Entreprise, là en fait il va y avoir un coût logiciel, le coût de l'éditeur, donc SUSE, Oracle ou Red Hat. Et dans ce cas-là, il y aura deux options. Option numéro 1, c'est vous avez au fait du PSU-Go, c'est-à-dire que le coût de la licence est injecté dans le coût horaire de la VM. D'accord. Donc peut-être que la VM en distribution sans licence coûte, on va dire, je dis n'importe quoi, 10 € par heure. Et bien avec la licence, par exemple Red Hat, ce sera peut-être à 14 € par heure. Voilà. Et donc du coup, on n'a pas acheté les licences, on paye à l'usage. On a également des éditeurs comme Oracle qui eux ne veulent pas ce mode de fonctionnement et qui veulent qu'on continue à acheter, ou que vous, clients, continuez à acheter les licences directement chez eux. Donc là, on fait ce qu'on appelle du Bring Your Own License, c'est-à-dire on vient avec ces licences. Donc on instancie la VM dans Azure et une fois qu'elle est instanciée, démarrée, on vient lui associer sa clé de licence, comme on le faisait avec nos logiciels, même Windows. Voilà. Donc c'est une chose importante à connaître, effectivement, la gestion des licences. Dans quel mode est-ce qu'on déploie des OS? Est-ce qu'on est en mode je viens avec ma licence ou je paye également un petit surcoût dans la VM pour la licence? Du coup, dans Azure et ce qu'on appelle le marketplace, on a tout un ensemble d'applications qui sont certifiées pour Azure. Donc on va parler, donc on a plein de partenaires, la liste est de plusieurs centaines. Donc ça, c'est des partenaires qui effectivement sont certifiés pour bien tourner sur Azure et qui également valident auprès de leur support que leur solution marche sur Azure. D'accord. On parlait d'Oracle tout à l'heure, par exemple. C'est assez récent que Oracle, effectivement, ça fait 2 ans, que Oracle autorise l'exécution de ces solutions Linux ou Windows sur Azure. Donc là, c'est fait, mais après, ça peut être des appliances virtuelles. On peut voir un équipement réseau virtualisé, je sais pas, un Barracuda, par exemple, qui en fait une appliance toute faite virtuelle et la vend comme ça, alors soit avec du Bring Your Own License, soit avec du paiement à l'usage. Et toutes les appliances est prêt à être utilisées, il y a juste à dire déploie-moi une appliance. Voilà. Donc ce marketplace, on peut le retrouver en fait en faisant une recherche sur votre moteur de recherche préféré, Azure espace marketplace, et vous arriverez sur probablement cette interface-là. Et là en fait vous pouvez faire de la recherche en fonction des solutions que vous avez besoin. Et à noter, assez intéressant, c'est que vous avez ici des informations sur est-ce qu'ici on est sur un taux horaire, donc là on dit par exemple ça commence à 0,04 $ par heure. Celui d'à côté, ici on voit que c'est un Bring Your Own License, donc il faut venir avec ta licence. Et puis on a également ce qui s'appelle les test drive ici. Alors test drive, je vous encourage à faire un petit... à regarder un petit peu ce que c'est. Donc les test drive, en fait, ça vous permet d'instancier en fait une démo utilisable, donc par exemple une appliance virtuelle, par exemple d'un NAS dans le nuage,
et dire ben, je fais un test drive, donc vous ne payez aucune ressource, vous avez juste à donner votre email. Et en fait, c'est le fournisseur, l'éditeur qui paye lui les ressources qui seront nécessaires pour exécuter cette démo. Et on vous donne accès en fait, à une solution déjà fonctionnelle pendant 1 heure ou 2 heures avec un petit guide d'emploi qui permet de tester le produit. Donc test drive, il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser, vérifier si effectivement vous cherchez telle ou telle application, est-ce qu'elle est disponible dans test drive. Vous avez un petit filtre ici. Donc c'est vraiment super bien. Tout à l'heure, on parlait de nos amis de Red Hat, ils ont un test drive d'OpenShift justement disponible ici. Donc en gros, vous cliquez, vous donnez votre email et quelques minutes après, vous avez un OpenShift utilisable, opérationnel, et vous voyez à quoi ça ressemble et comment ça tourne sur Azure. Donc n'hésitez pas. Donc passons un petit peu à quelques détails concrets concernant les machines virtuelles. Donc en termes de sécurité par exemple et d'interfaçage réseau, par défaut quand on installe une machine virtuelle, on peut s'y connecter en RDP s'il s'agit d'un Windows, en SSH s'il s'agit d'un Linux. Ça c'est si on l'installe par défaut avec une adresse IP publique, évidemment. Donc en gros, si on fait l'assistant du portail Azure, qui est un assistant très très clic-clic, voilà. qui effectivement vous le déploie, ou alors si en ligne de commande AZ, CLI, on fait un déploiement en mode Quick Start, où là c'est pareil, ça vous le déploie facilement. Voilà, par défaut. Les machines accèdent à Internet en sortie par défaut, donc tout le trafic sortant est autorisé par défaut. Attention, c'est toujours par défaut, hein, c'est toujours la philosophie même de Windows, enfin de tous nos produits, c'est que le trafic en sortie est toujours autorisé, mais on peut le fermer si on le souhaite et on verra plus tard dans le module consacré au réseau comment on peut le faire. Un mot de passe complexe est exigé, donc pour une machine Windows c'est obligatoire, c'est minimum 12 caractères et les règles de complexité habituelles. Pour un Linux, on a le choix entre un mot de passe complexe ou une clé SSH. C'est typique d'utiliser sa propre clé SSH dans les machines virtuelles qu'on va créer, qu'on va installer dans Azure. Et puis n'oublions pas qu'on est en mode IaaS, donc tout ce qui est mise à jour des machines virtuelles sont sous la responsabilité du client final, qu'il s'agisse de l'OS et des applications. Si on ne le fait pas, on s'expose à des risques bien connus. Les disques utilisés dans Microsoft Azure IaaS, donc par défaut, on va utiliser des disques donc, qui sont des disques VHD. Vous savez qu'on a des disques soit VHD, soit VHDX dans Hyper-V. On ne supporte pas encore le format VHDX, mais c'est le format VHD qu'on supporte. C'est toujours d'actualité. Uniquement des fichiers VHD de taille fixe. Alors le problème se pose en fait quand on va vouloir uploader dans Azure nos propres images de machines virtuelles, hein, pas évidemment quand on va générer tout ça dans Azure. Donc si vous préparez votre VM sur site, il vaut mieux avoir des VHD de taille fixe, au format VHD, pas de différentiel, donc restez simple dans vos images VHD de machines virtuelles. Donc c'est sûr qu'il est possible de tout convertir, soit avant, soit à la volée avec l'outil d'upload des fichiers VHD vers Azure. Au niveau des disques, un petit détail qui a son importance, tu as parlé tout à l'heure des machines de type D qui avaient un disque temporaire SSD, par rapport aux machines A qui avaient un disque temporaire rotatif. Ce fameux disque temporaire, c'est le disque D dans les machines virtuelles Azure de type Windows. Et c'est un disque auquel il faut faire attention puisque ce disque est purement volatile. C'est-à-dire qu'au prochain arrêt et redémarrage de la machine virtuelle, il aura sauté. On n'aura plus le même disque D. Donc certains ont essayé de stocker des données dedans. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Donc évitez absolument de stocker des données persistantes sur ce disque D. Garde-le uniquement pour des fichiers de travail, des swaps. On a le pagefile.sys pour nos machines Windows, ce genre de choses-là. Si on est sur du Linux, on doit être sur du mount mnt/sdb, si je ne dis pas de bêtises, de base. C'est assez logique, ouais. SDB. Ouais. Donc ça veut dire que tous les disques de data que vous allez créer commenceront dans le monde Windows, forcément par la lettre E. Et ne jamais écrire sur D. Les disques ont une taille maximum qui est de 4 Tera, à peu près, 4 Tera moins 1 giga. Donc 4 Tera, c'est déjà pas mal pour voir venir. On a la possibilité toujours de combiner les disques pour offrir plus d'espace si on a besoin d'un espace plus grand que de 4 Tera d'un seul tenant. On a les outils Windows pour ce faire. Il suffit de rajouter des disques, oui, ou Linux. Mais les outils de l'OS, pardon, pour agréger différents disques dans un volume plus gros. Donc jusqu'à 16 ou 64 dans le cas des stockages premium, disques de données par machine. Donc 64 x 4 Tera, ça fait pas mal, ça permet de voir venir. Précisons ici que comme la résilience au niveau stockage est assurée par la fabrique d'Azure,
vous n'allez pas le faire dans la machine virtuelle. Quand je parle de résilience, je parle de RAID 1 type miroir, RAID 5, RAID 10, etc. Le seul RAID qui a un intérêt dans Azure, là tu viens d'expliquer, c'est effectivement le stripping, donc l'agrégat de disques ensemble, donc le RAID 0, qui va simplement faire en fait que vous allez additionner les I/O par seconde de chacun des disques. Voilà. Pas la peine de faire du RAID 1 dans une VM, ça ne sert à rien. La redondance est assurée de manière sous-jacente par la fabrique. Donc, nos disques virtuels dans Azure, donc nos fameux fichiers VHD, peuvent être gérés de deux façons. Soit de façon élémentaire en tant que blob dans un compte de stockage Azure, on verra plus tard ce que c'est, mais c'est l'endroit où on va pouvoir stocker nos blobs sous forme de fichiers, directement dans Azure. Soit sous la forme de disque géré, donc le disque lui-même sera directement géré par la fabrique Azure. C'est-à-dire qu'on va, soit dans le premier cas, on va demander à Azure la création d'un compte de stockage dans lequel on va stocker tous nos VHD. Dans le deuxième cas, on va demander à Azure la création d'un disque virtuel qu'on va brancher à nos machines virtuelles. Dans le premier cas, la plus grosse différence, c'est qu'on aura une limite en performance, en IOPS, puisqu'on a une limite par compte de stockage, donc par le nombre qu'il faudra diviser par le nombre de disques qu'on aura stockés dans le même compte de stockage. Par contre, l'avantage sera qu'on aura de la géoréplication entre différents sites Azure. Donc ça dépend après des usages. Globalement, aujourd'hui, la tendance est quand même plutôt d'aller vers le disque géré, parce que c'est plus souple et ça fait partie du même provider. On a expliqué tout à l'heure qu'on avait des familles de providers. Comme le disque géré est un sous-ensemble du provider Azure Compute, du coup, il va avec tout le reste des ressources liées à Azure. Donc, préférez plutôt le disque géré que le manage disk. L'option numéro 1 est intéressante, effectivement, quand on veut avoir de la géoréplication principalement. Voilà. Alors, au niveau des performances, Stan. Alors, performance, on est aujourd'hui sur une enveloppe pour les comptes de stockage de 50 000 I/O par seconde par compte de stockage standard. Une VM basique, 300 I/O par seconde par disque. Une VM standard, 500. Donc, c'est-à-dire si je prends les disques durs standards, 500 I/O par seconde divisé par 50 000, ça veut dire que potentiellement, je peux mettre 100 disques durs de type VHD dans un compte de stockage. 50 000 divisé par 500. Donc ça veut dire que si j'ai une ferme avec plein de serveurs et qu'il faut que je rajoute des disques, à un moment, si j'en mets trop dans mon compte de stockage, je vais créer un goulet d'étranglement en fait sur les performances, ce qui n'est pas intéressant. D'où l'intérêt également des disques gérés, managés, c'est nous qui le ventilons. Et point important, c'est qu'on a un cache qui est activé par défaut sur les disques système et on peut le désactiver sur les disques de données. D'accord ? Et on en reparlera dans la partie Active Directory, c'est recommandé de le faire dans certains scénarios. Le stockage premium, il est basé sur du SSD, donc il est prévu pour des opérations qui, elles, consomment des entrées-sorties, des I/O. Donc on va créer des disques, ce sont des disques persistants, et on va les attacher aux machines virtuelles. On peut aller aujourd'hui, d'après mes derniers chiffres, à 7500 I/O par seconde par SSD, ce qui est plutôt pas mal. Donc là encore, si on les agrège entre eux, on augmente les I/O par seconde. La limite aujourd'hui en I/O par seconde est de 80 000 I/O par seconde sur une G5, où on a agrégé 64 disques. Donc on a une limitation quand même globale. Tu peux pas dire 7500 fois 64, le chiffre serait plus gros. Je vous dis, on a une limitation quand même qui est de 60 000 I/O par seconde. 80 000. 80 000 I/O par seconde, merci Pascal pour ce petit point de précision. Et donc vous aurez compris que le stockage premium, il est bien pour des serveurs qui ont des bases de données ou qui ont du traitement nécessitant effectivement des opérations assez rapides, donc ERP, CRM, etc. Ici, on a la petite comparatif des disques premium versus les disques standards. À retenir, c'est qu'effectivement, ils ont tous des noms, alors basés sur une lettre plus un chiffre. Donc si vous avez le S comme standard, ici, voilà, avec des tailles. J'ai une roulette sur ma... D'habitude, j'ai dû cranter sur ma souris, donc là, bon, passons. Donc si on est sur du P comme premium, et là avec des chiffres, donc plus les chiffres sont petits, ça veut dire que plus le disque est petit, et plus les performances sur les I/O par seconde pour les SSD sont faibles, et quand on est à l'inverse avec des chiffres très grands, on a beaucoup d'I/O par seconde. D'accord ? Pour les disques standards, lettre S, pareil, 4, 6, 10, 20, 30, là par contre les I/O par seconde restent exactement les mêmes, on est toujours à 500 I/O par seconde par disque. Alors puisqu'on est toujours dans les fonctions de base des machines virtuelles, une des fonctions de base, c'est le chiffrement des disques. On supporte donc les deux fonctions de chiffrement de disques qu'on connaît dans Linux et respectivement dans Windows, donc dmcrypt pour Linux et BitLocker pour Windows.
de façon native. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, depuis l'interface d'Azure, dire je veux activer le chiffrement dans telle et telle machine virtuelle. La clé de chiffrement donc, va être gérée au niveau de BitLocker et de Linux et va pouvoir être stockée dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault, donc un coffre-fort de clés directement dans Azure, géré par le client final, donc géré par vous. Et c'est important de savoir, c'est qu'en fait, il y a juste l'AVM dans votre abonnement qui pourra aller chercher cette clé ou cette passphrase lors du démarrage, par exemple. Un BitLocker, quand il démarre, il a besoin de sa clé BitLocker. D'accord. Donc là, le fait qu'on externalise la clé dans le Vault et qu'on l'associe à l'AVM, quand l'AVM va démarrer, elle ira chercher la clé dans le Vault pour pouvoir continuer son process de démarrage et de déchiffrement. C'est un petit peu le même principe que le Network Unlock qu'on connaissait avec le BitLocker dans le data center. Exactement. Et ça veut dire que si quelqu'un vole la machine virtuelle ou télécharge le VHD de la machine virtuelle, il ne pourra pas la redémarrer sur un autre abonnement Azure ou sur un Hyper-V. C'est ça le point le plus important. Tout à fait. Idem avec DMCrypt. Autre fonction de base, on a parlé tout à l'heure de l'envoi de nos propres images VHD vers Azure pour installer nos machines virtuelles. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est comme on le fait habituellement lorsqu'on duplique des machines virtuelles Windows par exemple, il faut faire un sysprep /generalize avant de faire la copie. Là c'est le même principe, on fait le sysprep generalize avant d'envoyer notre VHD dans Azure. Dans Linux, c'est la même chose. Il suffit d'installer l'agent Azure dans notre VM, dans notre machine Linux, et puis d'exécuter le WA agent -des provisions comme on voit ici à l'écran. Petit point d'histoire, Pascal. Ici, l'agent Linux pour Azure s'appelle WA agent. WA, c'est pour Windows Azure Agent. À l'origine, la plateforme Azure s'appelait Windows Azure. En 2010, ça s'appelait Windows Azure. C'est en 2014 en fait qu'on a changé de nom pour l'appeler Microsoft Azure, parce que vous l'aurez compris qu'on vend de la ressource, qu'on est assez agnostique. En fait, on accueille avec plaisir Linux et ses workloads. Et donc désormais, les noms disparaissent, mais des fois, on va retrouver des petites traces comme ça de l'histoire dans les commandes. On est quand même à 40% de machines virtuelles Linux dans Azure. Donc, exactement. Donc voilà, c'était juste pour l'explication de pourquoi WA Agent. Petit point d'histoire. Pardon, effectivement. Donc dans nos machines virtuelles, on peut établir une communication entre la fabrique Azure et l'OS de la machine virtuelle. Et cette communication se fait au travers de ce fameux agent et de ce qu'on appelle les extensions pour machines virtuelles, qui vont s'installer à côté de cet agent Azure. Et donc ces extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités, d'améliorer l'administration et puis de supporter certains produits partenaires qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur de nos machines virtuelles. Exemple, la première qu'on utilise, c'est la Helper Extension, qui est présente par défaut et qui permet d'avoir des fonctions de base comme j'oublie mon mot de passe administrateur de ma machine Windows, comment je fais si je ne peux pas me loguer dessus? Je peux, grâce à l'agent, grâce à l'extension Helper Extension, aller faire un reset du mot de passe de l'administrateur ou renommer ce compte administrateur. Je peux également rajouter un nouveau compte administrateur local si c'est nécessaire. Pareil pour une machine Linux, donc changer le mot de passe du compte qu'on a créé dans la machine Linux. On peut forcer le patching des machines Linux, les mises à jour. On a également par ce biais les pilotes RDMA de nos machines virtuelles. Et puis on peut réinitialiser la couche réseau. Si jamais on a fait une bêtise, c'est-à-dire qu'on a mis des adresses IP statiques, alors je dévoile un petit peu des secrets d'un autre module, mais dans une machine virtuelle, on peut faire un reset en configuration dynamique grâce à cette fonctionnalité. Et c'est important, un de mes partenaires avait un de ses clients qui a fait cette bêtise, dont on reparlera plus tard. Il était content d'avoir cette commande pour réinitialiser la machine et à nouveau la revoir sur le réseau. Alors, une autre extension qu'on utilise quasiment tous les jours quand on fait des déploiements dans Azure, c'est l'extension Custom Script ou script personnalisé, qui nous permet de déclarer dans la VM un script qu'on va exécuter au premier démarrage de la machine virtuelle. C'est-à-dire que quand on va provisionner une machine virtuelle, le principe c'est d'aller exécuter la configuration de la VM automatiquement au premier démarrage de cette VM. Donc ça peut être un script DSC, ça peut être un script de configuration Linux quelconque, etc. On a également des extensions pour la plupart des produits de gestion de configuration. Donc si on a l'habitude de faire notre gestion de configuration par Ansible ou par Salt,
on va pouvoir le faire via ces extensions qu'on a directement dans Azure. Je précise, j'avais rajouté Ansible. Ansible en fait est agentless, mais Oui, marche c'est bien vrai. avec Azure, mais les extensions Chef, Puppet ou PowerShell DSC sont bien entendu présentes. Voilà, je vais mettre Capello. Je parlais d'extensions de nos partenaires dans l'écosystème pour ajouter des fonctionnalités aux machines virtuelles. Exemple de fonctionnalités supplémentaires, les antivirus. Donc les produits de sécurité, si on veut rajouter, on peut rajouter de cette façon un agent Trend Micro, si on a une licence Trend Micro, pour ajouter l'antivirus que l'on souhaite. Évidemment, il y a l'extension de l'antivirus Microsoft qui est utilisable par une extension. Hop. Lorsque l'on regarde dans le portail le diagramme associé à une machine virtuelle, on peut voir ici en bas à droite les extensions qui sont présentes, qui sont activées sur notre machine virtuelle. Donc c'est assez intéressant ce diagramme, ça donne une vue un petit peu graphique à nos machines virtuelles. On a vraiment les différentes briques en fait qui constituent au final une machine virtuelle utilisable. Donc là, tu as l'agent monitoring. Anti-malware et puis le Insight Anti-malware. Application pour la récupération de la télémétrie applicative. Autre exemple, les bouts de diagnostic. Donc ça, c'est une fonctionnalité super intéressante pour les machines qui ne démarrent plus. On peut revenir après coup si on a activé les diagnostics sur notre machine virtuelle, en l'occurrence Linux. Enfin, dans cet exemple-là, c'est d'une machine Linux. On va pouvoir voir la trace de ce qui s'est affiché au démarrage de la VM. Pour voir ce qui a planté, ce qui a causé problème, ce qui a pu empêcher le démarrage correct de la machine virtuelle. Plus intéressant pour un environnement texte qu'un environnement graphique. Sur du Windows, en gros, vous aurez l'état de ce qui est affiché sur la console, en fait, tout simplement. Donc, en gros, si vous avez la fenêtre graphique de Windows avec le logon, c'est que le boot, globalement, s'est bien passé. Si vous avez autre chose, c'est peut-être que la machine est plantée. Mais vous avez moins d'informations que sur du Linux, bien entendu. Ah oui, la console série, indispensable pour aller débugger des process par le port série sur une machine Windows, par exemple, mais c'est également disponible pour des machines Linux. Donc on a directement accès au port COM1 de la machine virtuelle pour aller débugger éventuellement les problèmes de boot ou de VM bloqués. Alors les SLA, ça c'est les Service Level Agreements, c'est les niveaux de service attendus quand vous faites appel à un opérateur de cloud tel que Microsoft. Donc en fonction de votre mode de déploiement et des choix que vous allez faire, vous allez pouvoir en fait être garanti de manière contractuelle, c'est-à-dire que si on ne respecte pas ces valeurs, on vous rembourse, effectivement de disponibilité. Donc on parle toujours de SLA, en général de disponibilité, non pas de performance, c'est une petite différence. Donc on parle ici du niveau de service attendu pour la disponibilité. Donc si vous prenez vos deux machines virtuelles et que vous les déployez dans deux zones de disponibilité, d'accord, donc les deux machines font exactement le même rôle, exemple deux serveurs web, ou exemple deux contrôleurs de domaine Active Directory, d'accord. Si vous en mettez au moins deux dans des availability zones, eh bien on va garantir que 99,99% du temps, vous accéderez au service réseau. Peut-être des fois que sur une VM, mais dans tous les cas, vous accéderez au service réseau. Donc ça c'est intéressant, et je rappelle que les availability zones, la France fait partie des premiers pays ou régions Azure à avoir les availability zones, donc c'est cool d'utiliser-les. Si on est dans un pays où il n'y a pas encore les availability zones, on peut utiliser les availability sets. Donc je rappelle, availability zones permettent de faire continuer à fonctionner le service, même en cas de panne d'un bâtiment ou d'un data center. Le service continue à tourner dans les autres data centers. Sinon, on a ce qu'on appelle les availability sets, les groupes de disponibilité, qui elles vont garantir, à condition qu'on mette deux VM dans le même rôle dans ce groupe de disponibilité, un SLA de 99-95. Donc la différence entre l'availability set et l'availability zone, c'est que l'availability set ne vous garantit pas que votre service continue à tourner en cas de panne de bâtiment. D'accord ? Ça garantit qu'effectivement, les machines virtuelles seront exécutées dans des racks différents, dans des serveurs différents qui sont dans des racks différents, donc dans des domaines de panne différentes. Ça vous garantira également que lorsqu'on fera une mise à jour au matériel d'un rack, par exemple, on n'aura pas les deux VM qui sont dans le même rack. Donc ça, c'est une ventilation automatique de la fabrique pour exécuter les VM sur des serveurs séparés, mais potentiellement ça peut être dans le même bâtiment, le même data center. D'où le niveau de disponibilité légèrement plus faible. Et vient également le cas où on peut avoir un applicatif qui n'est pour l'instant prévu que pour tourner sur une seule machine. J'ai eu des clients qui avaient leur application qui tournait sur de l'Oracle,
Et en fait, tout était très monolithique, c'était une seule machine virtuelle où il y avait tout dessus. Donc là, là encore, on n'est pas magicien pour la disponibilité, mais si vous prenez une machine virtuelle avec du stockage premium, SSD, on vous garantit un SLA, c'est contractuel, de 99,9. Voilà. Donc si à un moment vous avez votre applicatif et vous voulez avoir du SLA dessus, le minimum du minimum, c'est une VM avec du SSD, et idéalement après, c'est d'avoir 2 VM avec un service qui est effectivement dispatché en plusieurs 2 VM ou plus de VM, et vous le mettez soit dans des availability sets, soit dans des availability zones si vous avez la possibilité de le faire dans la région où vous voulez déployer. Du coup, ces groupes de disponibilité, j'y reviens rapidement, donc c'est un regroupement logique de plusieurs machines virtuelles qui servent les mêmes services réseau. Donc quelques exemples, une ferme de serveurs web, tous les serveurs web sont identiques, servent le même service, on les met ensemble. Ou plusieurs contrôleurs de domaine Active Directory, ils servent tous le même service, on les met ensemble. Ou un cluster Kubernetes par exemple, c'est un même service, on met ensemble. Et du coup, ça permet à la fabrique d'Azure de répartir ces différentes machines virtuelles sur différents domaines de panne et différents domaines de mise à jour. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous pouvez le combiner avec l'équilibre de charge d'Azure. Donc l'équilibre de charge d'Azure, c'est envoyé en fait sur les différents serveurs, là où sont les VM entre guillemets. C'est dispatché en fait les ressources pour équilibrer le nombre de connexions par nombre de machines disponibles. De la même façon, l'équilibre de charge Azure, c'est gérer le dispatching dans différentes zones, dans le cas où on va utiliser des availability zones. Point méga supra important, on crée toujours l'availability set avant de créer la machine virtuelle. On ne peut pas faire l'opération a posteriori. On ne peut pas mettre une VM existante dans un availability set. Exactement, donc ça se prévoit à l'avance, c'est dans le design de l'architecture pour la rendre hautement disponible. Et donc là, c'est une petite illustration avec une vieille photo de rack qui explique effectivement que dans un rack, on a du réseau et on a des machines virtuelles, enfin des machines physiques qui sont les hosts, mais avec des virtuels qui tournent dessus. Qu'on a une alimentation électrique qui est pour tout le rack, on a un switch réseau qui est pour tout le rack, enfin c'est des Tor switch pour être plus précis. C'est un vieux schéma, une vieille photo. Donc, quand on en a plusieurs comme ça alignés dans un bâtiment, eh bien, quand on aura deux machines virtuelles qui font le même rôle, qui sont dans un availability set, automatiquement, Azure va dispatcher les VM sur des domaines de panne et des domaines de mise à jour différents. Si un des racks meurt, ça peut arriver, ou il est mis à jour, la VM est automatiquement redémarrée sur un autre rack différent du premier. Voilà. C'était le petit résumé pour améliorer la disponibilité dans Azure, donc 99.9, 99.95, 99.99 quand on a des availability sets, protection contre la panne d'un data center. Le VM Scale Set également est quelque chose d'absolument magnifique et élégant. Il permet en fait de créer avec du IaaS des fermes de serveurs qui sont élastiques. L'élasticité est une des propriétés du cloud, un des bénéfices du cloud, pouvoir faire du scale-out, donc de l'augmentation du nombre d'instances à la demande, mais également du scale-in, c'est-à-dire de la diminution d'instances quand on consomme moins. Et donc l'idée, c'est de consommer finalement, c'est de lisser sa consommation, sa puissance de sa ferme de machines en fonction de la demande. Donc là, l'idée, c'est de déployer, de gérer comme une seule machine, en fait, une ferme de machines comme une seule entité. Donc il faut des machines qui soient identiques. Idéalement, il faut des machines en stateless, c'est-à-dire qui ne sauvegardent pas d'état, parce qu'effectivement, on a un système automatique qui va ajouter, supprimer des machines virtuelles. Donc si on stocke des données dessus, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc d'ailleurs, souvent, les scale sets vont être associés derrière avec, par exemple, des clusters Redis, pour faire la gestion des états dans les bases Redis, ou une base de données distribuée derrière, enfin, etc. Et donc le VM Scale Set fournit un mécanisme assez simple pour faire en fait de l'autoscale, donc de la montée automatique de puissance ou de la réduction de puissance. Et on va le faire simplement en jouant sur soit des métriques, donc soit d'aller chercher des métriques au niveau le plus haut, consommation CPU de l'hyperviseur par exemple, ou directement des métriques qui sont à l'intérieur des VM, qui sont beaucoup plus fines, voire jusqu'à aller à des métriques applicatives. Dire tel process consomme tant, je déclenche ça. On peut également avoir une élasticité qui est planifiée. Tu es une entreprise en fait qui fait plutôt son chiffre dans le web, qui fait plutôt son chiffre d'affaires le week-end, parce que c'est ton secteur d'activité. Tu planifies qu'effectivement, tu planifies qu'effectivement le vendredi soir, tu rajoutes de la puissance, puis le lundi matin, tu en enlèves. Voilà. Donc tu peux planifier avec des horaires. Et tout ça en fait va être avec une mise à jour complètement automatisée du load balancer. Le load balancer sera en fait redispatché sur plus de VM ou moins de VM en fonction des choses. Donc dès que vous pensez ferme, pensez VM Scale Set, c'est vraiment la solution.
Voilà, on a bien tourné Pascal pendant quasiment à peu près 1 heure ce petit tour en fait des machines virtuelles. Avant de faire la synthèse, je te propose juste d'aller faire un petit tour dans l'interface pour montrer comment une VM se déploie de manière rapide. Donc je vais le faire graphiquement. Tu veux le faire en PowerShell? Plutôt en Azure CLI. D'accord. Alors pendant ce temps, je vais commencer sur le portail graphique. Donc ici, on avait un ressource groupe qui pour l'instant est vide. Je vais venir sur Nouveau. Alors, je pense que tu vas créer une machine Linux telle que je te connais. Eh oui. Donc je vais faire une machine Windows. Donc là, Windows, serveur. Et là, je vais prendre une Windows Server 2016. Voilà. Donc ici, on me propose 2 modèles de déploiement. Le Resource Manager, le classique. On l'a dit, on ne fait plus de classique maintenant. Donc on va créer un Resource Manager. Et donc là, je vais avoir ce qu'on appelle les lames dans le portail Azure. Donc différentes colonnes qui vont s'afficher et qui vont demander différentes informations pour pouvoir créer une machine virtuelle. Donc on va donner un nom à la machine. Donc on va l'appeler par exemple Stan Win16. On va choisir ici le type de stockage pour le disque système, SSD ou disque dur rotatif. On va prendre SSD par exemple. On me demande un nom ici qui sera le nom en fait de l'administrateur Windows qui sera renommé. Un mot de passe qui doit être complexe. Ensuite, je choisis l'abonnement sur lequel je souhaite le déployer. Donc ici, j'ai plusieurs abonnements parce que j'ai plusieurs abonnements Azure. On choisit le ressource groupe. Donc là, on peut reprendre un groupe existant. Et comment j'avais appelé mon groupe tout à l'heure? C'était vidéo, je crois. Donc je fais une recherche. C'est bon, regarde. J'ai tapé vidéo autocomplete qui me retrouve mon ressource groupe. Et là, ici, point important, on me dit je peux gagner de l'argent. Donc je peux économiser jusqu'à 40% du prix de la VM. Parce qu'ici, on est machine Windows, donc on paye la licence dans du PSU-Go. Mais peut-être que je suis, en tant que client, j'ai déjà un accord entreprise avec déjà des licences que j'ai achetées sur site. Et donc je peux les réutiliser dans ce qu'on appelle le hub, le hybrid usage benefit. Donc moi j'ai déjà une licence Windows Server parce qu'en plus je travaille chez Microsoft. Et donc ça me coûtera moins cher. Et là je dis oui, je confirme que j'ai bien déjà une licence qui est couverte par ma software assurance. Et donc je vais payer moins cher ma machine virtuelle et je ne vais vraiment payer que le compute et non pas le compute plus le logiciel derrière. Donc je clique sur OK. Donc là j'ai fait la première phase de configuration. Ensuite, on me dit, ben, ok, tu veux du SSD. On te propose ces machines-là qui sont des machines recommandées. Mais si je cliquais sur View All, il montrera l'ensemble des machines qui sont sur du stockage de type SSD. D'accord? Donc on va en prendre une, on va descendre. Voilà, oui, on a les grosses machines ici. Je vais prendre la première, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais prendre une DS2V2, une D2SV3. Donc D2SV3, donc S parce que j'ai du stockage SSD, D2 c'est la taille de ma machine, donc ça veut dire que j'ai 2 vCPU, et V3 parce que c'est une nouvelle génération. Et tu remarqueras ici que tu as le prix estimé, etc. Combien de disques maximum je peux avoir? 4 disques de données, donc soit au total 4000 IO par seconde si je suis en disque rotatif. Et ici on voit zone 1, 2 et 3, ça veut dire que ici, dans ce data center là, cette région, j'ai 3 zones de disponibles différentes, donc je pourrais dispatcher, si j'ai plus de machines virtuelles, sur 3 endroits différents, et assurer comme ça une très haute redondance. Donc on va prendre celui-ci, je la sélectionne. Là, il va me demander quelques autres éléments, donc là, comme j'ai sélectionné une région sur laquelle j'ai des zones de disponibilité, je peux choisir quelle zone de disponibilité je souhaite dispatcher cette machine. Donc là, c'est très manuel, il faut imaginer qu'après, ce sera plutôt industrialisé dans des scripts ou des templates. Je vais prendre la zone numéro 1, je vais prendre ici un stockage de disque managé, et là, de base, si je ne fais rien, il va me proposer de créer pour moi des réseaux virtuels, une adresse IP publique, les règles de firewall. Donc là, c'est tout fait par défaut. On peut bien entendu aller choisir ses propres règles ou les modifier de manière ultérieure. Et Pascal, tu nous as parlé d'extension. Ici, si je n'ai pas d'extension, mais je pourrais en rajouter des extensions complémentaires. Intéressant, je peux activer l'auto-shutdown et dire cette machine-là, c'est pour une démo, mais si après la vidéo, j'oublie de l'éteindre, ça peut coûter de l'argent. Ou si c'était une machine de test and dev, le soir, j'en ai pas besoin. Je peux planifier en fait son arrêt automatique. Donc là, du coup, je serai plutôt sur Paris d'ailleurs que. Voilà. Est-ce que je veux une notification avant l'arrêt? Là, je me donne un petit email, d'accord? Je recevrai un petit message qui dit attention, la machine va s'arrêter dans un quart d'heure. Et je peux activer le boot diagnostic qu'on a vu tout à l'heure. Et le guest diagnostic, ça veut dire qu'il ira chercher les informations de métrique à l'intérieur de la VM. De base, en fait, on a un niveau qu'on appelle le host métrique, ce que l'hyperviseur voit. Mais si on veut plus d'infos par rapport à ce qui se passe comme processus dans la VM, etc., on peut remonter les métriques de la VM
en cliquant ici sur le Guest OS Diagnostic, ce que je ne vais pas faire pour les exemples. Et nouveauté ici, également, je peux activer le backup de ma VM. Et dans ce cas-là, je vais passer par une solution qui s'appellera Azure Backup, dont on parlera dans les derniers modules, donc je vais pour l'instant le laisser désactiver. Je vais faire OK. Là, j'ai un petit récapitulatif qui va apparaître, qui va dire attention, tout cela va coûter de l'argent, est-ce qu'on continue ou oui, non. Donc là, je vais dire oui. J'ai une estimation de mon prix, donc là, je serai à peu près à 10 centimes d'euros par heure, dans l'endroit où je le déploie. Et là, je lance Create, et là, j'ai l'ensemble de mon processus de déploiement qui est en cours. Si on clique sur le détail, eh bien, on va voir apparaître ici doucement les différentes choses qui sont créées. Donc on voit que le stockage a déjà été créé très rapidement. Et là, il est en train de me créer le reste des ressources. Et quand ce sera terminé, j'aurai une petite infobulle qui me dira c'est terminé. Voilà pour la partie graphique. Pascal, je te propose Super. de faire la même chose en ligne de commande. Alors moi, je te propose d'utiliser la ligne de commande dans Bash, donc Azure CLI, pour créer une machine virtuelle Ubuntu dans mon abonnement Azure. D'accord. Donc première chose que tu avais faite, toi, au début de la présentation, tu avais créé un ressource group. Donc moi, je ne l'ai pas fait, donc je vais créer un ressource group. Donc c'est assez simple, hein, et le principe de cette ligne de commande est assez simple. On a toujours AZ qui est le nom de la commande, l'objet sur lequel je vais travailler, donc les groupes, pour les ressources groupes, une action, create, et puis des paramètres. Les paramètres, ça va être par exemple la localisation. Je le veux par exemple en West Europe, c'est-à-dire à Amsterdam, là où il y a les tulipes. Et puis je vais donner un nom à mon groupe, donc moi N comme name, je vais l'appeler démo group. Donc a priori, avec ça, en quelques secondes, voilà, j'ai mon groupe qui a été créé dans West Europe à Amsterdam. Maintenant, je vais créer une VM. Alors tu sais que créer une VM, la syntaxe, tout ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Tous les paramètres qu'il faut des mots de passe, il faut des trucs, il y a des machins, des tailles de VM. Ce qu'ils ont fait de très bien dans Azure CLI V2, c'est de proposer des valeurs par défaut qui sont directement utilisables. Donc moi qui ai une mémoire de poisson rouge, c'est pratique parce que je ne suis pas obligé de spécifier tous les paramètres. Donc je vais créer une VM, donc asVM, create, parce que je veux créer. Je vais lui donner un nom. Il te manque un R. Il me manque un R. Merci. Je vais lui donner un nom qui sera démo VM, très original. Je vais le mettre dans mon groupe, donc -G cette fois-ci pour spécifier le nom du groupe, démo group, donc le groupe que je viens de créer. Et de quoi j'ai besoin d'autre? La région, la taille. Alors la région, ça va être la région par défaut de mon groupe, puisque j'ai spécifié une région dans laquelle j'ai créé mon groupe. D'accord. Donc je n'ai pas besoin de spécifier. Et puis une image de base. D'accord. Donc l'image, en fait, c'est le paramètre moins image. Et puis alors, comment s'appelle l'image Ubuntu? J'ai oublié, parce qu'avec ma petite mémoire. Donc je sais que ça commence par Ubuntu, donc UB, et je tape la touche Tab. On a fait de l'autocomplete là-dessus. Hein. On a fait l'autocomplete. Alors ça prend, tu vois, une seconde, mais ça me rappelle que le nom de l'image, c'est Ubuntu LTS, et c'est un raccourci pour la dernière version de l'image Ubuntu en version LTS, donc a priori la 16.04 de nos jours. D'accord. Bientôt la 18.04, mais on n'est pas encore en avril, donc pour l'instant c'est la 16.04. Et a priori, là, j'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, je fais return. C'est un quick start de chez Quick Start. Exactement, je vais avoir une machine virtuelle Ubuntu dans le groupe que j'ai spécifié à Amsterdam, en l'espace de quelques minutes, quoi. D'accord. Peut-être que si en attendant on revient sur la tienne, on verra qu'elle est déjà créée. Oui, c'est la synthèse. Oui. Donc, en synthèse, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que les VM, les machines virtuelles d'Azure, sont exécutées sur un hyperviseur de type Hyper-V. Donc on a différentes générations de serveurs Hyper-V dans Azure, du 2012, du 2012 R2 et du 2016. Par exemple, les séries E, V3 et DV3 sont des hyperviseurs 2016 parce qu'on a mis la nested virtualisation dessus. Petit point. On a différentes tailles et différentes familles de machines virtuelles, donc les toutes petites pas puissantes qui sont pas chères, et puis les très grosses, très puissantes qui sont plus chères. On peut faire de la nested virtualisation à partir des séries EV3 et DV3, qu'on a différents niveaux de SLA concernant la disponibilité, et là ça va dépendre de vos architectures, donc soit du 99-99 avec les zones de disponibilité dont la France bénéficie dès le départ, soit 99-95 avec des EVLT7, soit 99.9 quand on a une VM avec du stockage premium. Le stockage, parlons-en, il est résilient et chiffré si demandé. Donc ce n'est pas obligatoire, mais on encourage fortement à utiliser Azure Encryption Disk pour avoir des disques chiffrés dans les VM. On fonctionne avec des systèmes Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, et on part en fait d'images qui sont prêtes à l'emploi dans le marketplace. On peut également faire ses propres images personnalisées.
Et puis, en plus, on peut enrichir les machines virtuelles avec différentes extensions, soit des extensions de sécurité, soit des extensions d'administration, soit des extensions de configuration. Le nombre est assez large, mais l'idée, c'est d'étendre et de faciliter la configuration de certains éléments des machines virtuelles. Donc, on vous remercie pour votre attention et vous pouvez nous joindre sur Twitter ou nos blogs respectifs. Alors, Pascal, ce déploiement? Donc oui, Stanislas, le déploiement s'est terminé pendant la conclusion. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que la commande Azure CLI m'a retourné les informations de base sur ma machine virtuelle et m'a retourné en particulier cette adresse IP publique qui m'a été attribuée dynamiquement sur la VM. Et remarquez que si je fais SSH cette adresse IP publique directement, je vais avoir accès au bash de ma machine virtuelle. Alors par quelle magie, vous allez me demander? Oui, par quelle magie? Tu n'as pas mis de compte et tu n'as pas mis de... Voilà, j'ai été authentifié de façon complètement naturelle sur une nouvelle machine virtuelle qui vient d'être créée. Comment cela se fait, comme on dit vulgairement. Et donc cela se fait parce que parmi les options par défaut qui ont été prises par la ligne de commande asvm create, en fait il a pris la clé publique SSH qui est dans mon répertoire .ssh, qui est dans ma configuration ici en local. Il faudrait que je quitte la VM et dans mon répertoire .ssh, j'ai ma clé publique qui s'appelle idrsa.pub. Donc il a pris ce fichier-là, il l'a envoyé dans la VM pour configurer mon compte. D'accord, donc c'était pas si transparent que ça. Enfin, c'est transparent, mais on n'a pas ouvert une VM comme ça, ouvert au vent pour tout le monde. Exactement, puisque moi j'ai une clé privée, il m'a envoyé ma clé publique dans la VM, et avec ma clé privée, je peux directement m'y connecter avec le compte, un compte qui porte le nom de mon compte courant dans mon bash local. Donc il a repris mon nom Pascal pour cette VM. Écoute, c'est super Pascal, merci pour cette démonstration qui conclut cette vidéo sur les machines virtuelles dans Azure. La prochaine vidéo sera consacrée au stockage. Ou au réseau.